Bonjour à tous, merci pour votre présence pour notre 7e conférence Pacte organisée par le CARIFOREF de Centre Val-de-Loire, le GIP Alpha Centre Val. Donc, je me présente, Tom Pressat Madianan, chargé d'études au sein du GIP et en charge d'organiser les conférences Pacte. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous un thème plébiscité et notamment avec le développement du télétravail, celui des compétences douces, celui des compétences transversales. Donc, pour traiter la thématique d'aujourd'hui, nous sommes tournés vers deux universitaires, deux experts du domaine des sciences de la gestion, de la prospective des métiers et des compétences. La première, Aline Squarneck, docteur en sciences de gestion, professeure agrégée de l'Université de Caen, créatrice du MOOC Former et développer les compétences, innovation et pilotage, ainsi que Catherine Guillonnet, titulaire d'un 3e cycle universitaire en ingénierie RH, politique, emploi, formation et d'un DU en neurosciences et apprentissage de la vie, tout au long de la vie. Elle est également présidente du cabinet Harmoniste RH et a près de 25 ans d'expérience au sein des directions d'OPCA, OPCO et EFAF. Elles seront nos expertes et animeront conjointement nos conférences avec un programme riche en contenu. En première partie, définition et enjeux des compétences transversales douces de la pratique à l'analyse. En deuxième, identifier, prendre en compte, capitaliser sur ces nouvelles compétences, la question des référentiels et de leurs appropriations. Et enfin, nous verrons comment les intégrer dans les parcours d'accompagnement ou de formation. Les interventions seront ponctuées par vos questions, remarques et témoignages, alors n'hésitez pas à nous les faire partager via le chat. Je vous propose donc que nous commencions dès maintenant. Madame Skornek, Madame Guillonnet, je vous laisse tout de suite la parole. Merci pour cette invitation, cette initiative qui soutient l'expertise continue des acteurs de l'emploi, formation, orientation que nous sommes. J'ai le plaisir de commencer cette séquence de témoignages et pour entrer en matière, je propose un regard axé sur la pratique du quotidien, de terrain, orienté sur le besoin parce que c'est nous doter de repères ensemble en vue d'agir. Et le premier constat que je voulais partager avec vous, c'est que la presse, ce sujet des compétences transversales, douces, nous apparaît dans la presse, c'est fortement médiatisé, souvent avec une expression anglo-saxonne, les soft skills. Nous sommes happés, captés par les slogans soft skills, cultiver les super pouvoirs qui sont en nous, découvrez la soft power. Ces soft skills ou ces compétences douces transversales apparaissent comme salvatrices. C'est un challenge pour nous professionnels pour essayer d'en faire une notion structurante qui fasse évoluer nos pratiques. Et c'est un challenge qui défie notre esprit critique. Alors, j'ai pris l'option de partir des besoins. La notion de besoin, et qui dit besoin et comprendre les enjeux, amène l'importance des contextes. Alors, Madame Estelle Cochard a utilisé un terme bien parlant d'effet catalyseur de la crise sanitaire pour parler de l'émergence et de la mise en scène de ces nouvelles compétences. Il faut bien qu'on ait en conscience que cet effet catalyseur vient bien d'un contexte préalable et de mutations déjà amorcées avec notamment la révolution technologique, l'arrivée du digital. Et ces nouvelles compétences qui arrivent vont avoir deux orientations, celle liée à un changement d'ampleur et celle liée à l'urgence et à une situation d'instabilité. Si on fait le panorama de ces contextes, je démarrais par un contexte qui est plus en lien avec la révolution technologique. Les nouveaux besoins de compétences vont s'orchestrer avec 6 éléments de contexte. D'abord, l'arrivée de situations de moins en moins prévisibles. On a l'habitude d'entendre aujourd'hui cet acronyme de VUCA pour parler d'un monde qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. On parle aussi de parcours de moins en moins linéaires, notamment dans les rapprochements de l'emploi et de la formation et tout ce que l'on doit construire en termes de dispositifs et parcours. La nécessité de s'adapter au monde du travail avec cette question de porosité des temps, d'interconnectivité, de concurrence des compétences et de leur prix. L'obsolescence des savoirs techniques qui s'effilochent en moins de 18 mois, deadline qui arrive de plus en plus fréquemment.
La transformation donc des métiers, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui implique la réflexion des transferts de tâches, la complémentarité de compétences, les questions de compétitivité, mais aussi ces vecteurs et ces facteurs sociaux que sont l'allongement du travail, l'arrivée de la data, des nouvelles organisations, du télétravail, tout en sachant que ces nouvelles compétences, elles apparaissent comme un facteur de succès d'employabilité. Elle génère aussi un phénomène qui croît, c'est l'essor du travail indépendant et l'arrivée de plateformes de mutualisation de compétences qui amènent de nouvelles formes d'interaction entre les différents acteurs économiques et sociaux. Si on zoome sur les besoins de compétences liés à la crise sanitaire, on voit apparaître cinq nécessités: savoir faire face aux changements en situation d'urgence, répondre aux besoins d'activité, traverser des périodes difficiles, exercer avec une relation de plus en plus distancielle et savoir se distinguer. Alors, à travers ces deux panoramas, chaque élément de contexte nécessiterait qu'on décline plus précisément et qu'on sache les traduire en référentiels et en nouvelles compétences qui sont à acquérir demain. On voit quand même des grandes tendances, la nécessité et les capacités liées à l'adaptation, à la créativité, aux capacités de rebond, à savoir interagir autrement, à savoir faire face à des situations de transition professionnelle ou de transformation. Donc, si on regarde d'un point de vue compétences, qu'est-ce que l'on voit apparaître? Que les compétences techniques ne suffisent plus. Elles ont besoin d'être augmentées. Et quand je dis cela, il y a un point d'attention que l'on doit avoir dans nos pratiques professionnelles, c'est de ne pas tomber dans l'exclusivité du soft skills. Si on regarde d'autres aspects de littérature dans la réflexion métier-travail, les compétences techniques restent un sujet d'actualité. Bon nombre de dispositifs s'appuient parce qu'on ne peut pas penser un schéma sans compétences techniques. C'est celles qui permettent de toujours exercer, de mettre en application un process, une technicité. Mais elles ont besoin d'être augmentées parce qu'elles vont s'effilocher. Elles vont s'effilocher et bon nombre de travaux d'observatoires aujourd'hui étudient, cartographient les compétences techniques par métier pour repérer leur niveau d'obsolescence, de fragilité avec des échéances dans le temps. Beaucoup de dispositifs continuent à s'appuyer sur les compétences techniques pour répondre aux besoins du marché de travail. Vous avez en région le dispositif DEFI. On pourrait également parler des parcours opérationnels à l'emploi qui continuent à s'appuyer sur ces compétences techniques. Alors, elles ont besoin d'être augmentées parce que c'est elles qui sont mises à mal avec la révolution technologique. Elles ont besoin d'être soutenues. Elles ont besoin d'être soutenues par d'autres types de compétences qui vont améliorer leur performance, qui vont permettre de continuer une activité, surtout quand elle peut être défiée par une crise sanitaire, de continuer à développer sa propre activité, son employabilité ou encore se différencier. Et là, quand on parle de nouvelles compétences qui amènent une différenciation, c'est une petite notion autre que les compétences douces que l'on voit émerger. Donc, premier impact quand même dans nos métiers, c'est de savoir combiner ces différentes compétences qui vont devoir s'articuler, compétences techniques et un nouveau profil de compétences ou compétences douces. Mutation plus crise font apparaître trois nouveaux genres de compétences. Alors, je n'ai pas voulu retenir le terme de salvatrice parce qu'il faut quand même poser les mots, mais plutôt bonificatrice pour mon propos. Et donc, ces trois genres de compétences, elles sont catégorisées finalement en trois types, celles qui sont liées à l'impact des mutations technologiques. Donc, ces compétences comportementales liées aux usages du numérique, à l'interconnectivité, à ces nouvelles manières de communiquer
travailler, co-travailler, co-innover, collaborer. Ces nouvelles compétences comportementales, cognitives et socio-émotionnelles pour gérer l'impact de l'instabilité et également les impacts liés au marché du travail, comment valoriser son employabilité, la recherche d'emploi, s'adapter au monde professionnel et aux carrières qui sont aussi de plus en plus floues puisque les métiers de demain, on sait qu'ils vont évoluer et on ne connaît pas encore forcément les contours. Cette diapo-là, je vais la laisser à disposition, mais elle est peut-être un peu prématurée en amont des propos d'Aline Swarneck qui nous aide dans cette conceptualisation. Mais faire face aux changements, aux situations urgentes, c'est bien développer chez les individus des capacités à s'ouvrir, à être ouverts, à voir positivement toutes ces situations de transition, de transformation, de changement, d'incertitude. C'est aussi amener plus de flexibilité quand une activité ne peut pas se réaliser. C'est aussi réfléchir à sa pratique pour la rendre toujours utile. C'est aussi appréhender des nouveautés, donc apprendre à apprendre, savoir exercer en distanciel. Je crois que la crise sanitaire nous a tous challengés dessus et toujours se distinguer pour apporter des solutions pertinentes. Alors, je mets des profils, je dis bien profil, parce que tout cela, et c'est l'apport universitaire, c'est bien de professionnaliser notre discours autour des soft skills. Alors, les anglo-saxons utilisent un terme beaucoup plus, alors on peut être envieux ou pas, je ne sais pas, mais c'est une expression assez simple, soft skills, qui littéralement nous amène à utiliser cette expression compétence douce. Et à travers ces deux termes, il faut y voir deux notions qui sont à creuser. Cette notion de skills qui apporte bien cette dimension compétence, de savoir opérationnel et de fonction opérationnelle des savoirs, et cette notion du soft qui est cette mobilisation de compétences personnelles, subjectives, abstraites, mais qui sont bien là pour augmenter la performance des compétences techniques. On pourrait dire que c'est un peu la direction assistée des soft skills. Alors, plutôt que de s'attarder à des questions de terminologie, l'important pour entrer dans la pratique, c'était rapidement d'identifier et d'avoir des repères pour comprendre les dimensions. Et je vous propose de retenir les repères suivants à travers ces petites briques. C'est de se dire que ces compétences douces, elles ont bien un statut de compétence, elles se confirment. Et à travers statut de compétence, c'est qu'on se dit bien qu'elles peuvent s'apprendre. On n'est pas dans un trait de personnalité, on est bien dans une compétence qui pourra s'acquérir à travers des dispositifs que l'on orchestrera. Se pose la question de référencer. Là, vous avez vu, on a été capable, à travers un petit peu des panoramas et brièvement, mettre quelques notions à la queue leu-leu, donc elles sont référençables. La question se pose, c'est comment on les référence et comment on crée les référentiels de demain. À travers le propos, les compétences sont transversales, mais si toute soft skills est transversale, toute compétence transversale n'est pas un soft skills. Pensons à nos compétences socles de base, comme l'écriture, la lecture et assimilées. Ce ne sont pas des compétences techniques, elles visent à les augmenter. Ça veut dire que dans nos pratiques aussi professionnelles, il faut qu'on sache les rattacher à de la pratique, à de l'exercice, à une technicité, à une expertise, à un process. Ce sont des compétences qui sont plutôt humaines, socio-émotionnelles, de nature intangible. On est tous, on partage plutôt l'idée qu'elles aident à l'adaptation et renforcent l'employabilité. Et on souffre aujourd'hui effectivement d'une définition, d'un manque de définition approuvée et pour mieux comprendre, pour mieux gérer leur apprentissage et qu'on s'approprie mieux dans nos pratiques d'orientation. Mais je ne veux pas dévoiler les témoignages qui viendront et qui sont sur ces thèmes-là tout à l'heure. Pour aller donc plus loin sur ces dimensions, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à ces profils-là, il faut creuser, mais là, ça supposait qu'on mette un pied dans la pratique et dans une expérimentation. Et donc, nous avons challengé notre vision en inter-OPCO
avec 5 secteurs professionnels différents pour repérer ce qu'il y avait en dénominateur commun en termes de compétences douces, transversales, à travers un public qui était des demandeurs d'emploi et des profils très hétérogènes. Et donc, Aline Squarneck pourra développer le travail qui a été réalisé sur ce point-là. Et surtout, pour compléter professionnaliser un partenariat avec l'université pour prendre cette mesure, pour bien définir ce qui sera notre canevas, notre colonne vertébrale et qui guidera notre orientation pratique sur le terrain avec des demandeurs d'emploi dans situation d'inclusion, situation d'employabilité ou de développement des compétences. Merci, merci Catherine. Bonjour à tous et ravi de partager ce moment également avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le sujet des compétences et c'est vrai que de combiner aujourd'hui une lecture compétences métiers, compétences techniques et compétences plus transversales permet vraiment d'avoir une vision globale et surtout de se questionner de plus en plus sur le sens de nos missions en RH et en particulier aussi bien dans l'entreprise, au niveau des acteurs emploi, formation, compétences sur le territoire, mais aussi au niveau de la préparation des étudiants. C'est vraiment un sujet aujourd'hui à fort enjeu. Alors, l'idée de cette deuxième partie, c'est de vous montrer en quoi, finalement, cette orientation compétences qu'on défend, nous, de plus en plus au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, est un véritable changement de paradigme et de revenir justement sur cette expérimentation qu'on a eu la chance, grâce à Catherine Guyonnet, de pouvoir déployer en 2019. Alors tout d'abord, sur l'écosystème, comme l'a dit Catherine, aujourd'hui on utilise cette fameuse matrice VUCA pour montrer que le monde est en transformation. Mais finalement, derrière cette réflexion sur la transformation du monde, on voit bien que des lectures sociologiques sont vraiment utiles. Et nous, on s'appuie essentiellement sur la mise en évidence de ce changement de paradigme au travers des écrits de Michel Maffezoli, qui n'est pas le seul, mais depuis un certain temps, a énormément travaillé à valoriser, à simplifier, à clarifier le passage d'un monde dit moderne, globalement de la révolution industrielle et même un peu avant jusqu'au choc pétrolier, à ce nouveau monde qui aurait commencé, qui aurait émergé à partir du second choc pétrolier et pour lequel nous commençons aujourd'hui simplement à vraiment sentir les conséquences opérationnelles dans la vie de tous les jours. Et Michel Maffezoli montre bien dans sa lecture postmoderne comment finalement aujourd'hui, eh bien, ce qui va être de plus en plus important, c'est toute cette dimension émotionnelle, toute cette expérientielle qu'on va devoir développer de plus en plus pour créer ce vivre ensemble, aussi bien dans la société que, bien entendu, dans les entreprises, dans les organisations d'une façon générale. Et même Michel Maffezoli a une très jolie phrase, il dit il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Et c'est l'appétence qui va créer, qui va générer la compétence. Donc, au travers de ces écrits, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de l'explication, mais au travers de ces écrits, on voit bien que finalement, au-delà de tous les discours qu'on entend assez souvent dans la presse professionnelle, finalement, il y a un vrai adossement à un changement de paradigme que nous, en tant que scientifiques, on a essayé de traduire en particulier dans le monde du management, même si Michel Maffezoli, lui, et d'autres sociologues qui ont travaillé sur ces sujets, l'ont bien démontré depuis des années d'un point de vue sociétal. Et finalement, au travers de nos différentes études prospectives, aujourd'hui, on vient de terminer la réactualisation de notre étude prospective métier RH 7.0 qu'on avait faite pour les 70 ans de la NDRH. Vous en serez tous destinataires. Elle sera diffusée de façon publique d'ici peu. Elle est en cours de mise en page. On l'a présentée en octobre à Marseille lors des journées de la NDRH. On a eu l'occasion, au travers de cette étude, d'une autre étude sur la prospective du manager qui est là aussi disponible sur le site de Esprit de Service France, Voyage au cœur du management, de retravailler finalement toutes les variables, tous les ingrédients qui sont en train de caractériser finalement la transformation de l'écosystème du travail. Et on voit bien que, Catherine en a parlé, la transition numérique a forcément un impact important, la conscience environnementale qui aujourd'hui est croissante,
la question des territoires qui est vraiment à repenser pour travailler de plus en plus sur des partenariats sur le territoire, mais aussi, donc là en externe, mais aussi en interne, d'essayer de casser tous les silos, donc de repenser finalement toute la géographie de nos organisations. Hein, quand on parle de territoire, c'est aussi bien en interne qu'en externe. Ce renouveau relationnel, et là, la crise sanitaire a été un accélérateur, hein, on le voit bien, où finalement on a besoin beaucoup plus de relations de proximité. Ça correspond bien à la lecture maffezolienne de ce besoin d'être sur l'esthétisation, le partage des émotions au sens de Maffezoli, la remise en question des business. Et là, la crise sanitaire a aussi montré qu'aujourd'hui, on commence vraiment à intégrer cette idée des parcours, c'est-à-dire vraiment d'avoir une relation beaucoup plus durable, que ce soit, je dirais, dans la santé, où on a le parcours de soins, que ce soit en business, où on a toujours pensé au parcours client, mais que ce soit aussi aujourd'hui en formation, et en particulier avec les conséquences de la réforme Pénicaud sur cette idée de construire son parcours de développement des compétences tout au long de la vie. Et donc finalement, tout ça montre bien que le rapport au travail est revisité. On a parlé du télétravail, on a parlé du management hybride, on a parlé des nouvelles formes d'organisation, etc. Et on voit bien que tout ça est à prendre en compte et va venir questionner finalement, diapo suivante, va venir questionner finalement qu'est-ce qu'on va mettre derrière finalement ce terme de compétence et pourquoi finalement la compétence est devenue finalement le fil rouge de réflexion au niveau du marché de l'emploi et de tous les acteurs qui directement ou indirectement vont s'y attacher. Bien entendu, on a fêté cette semaine les 50 ans des réformes, des premières lois hein, de l'or jusqu'à la réforme Pénicaud. On voit bien que finalement, on a une structuration, je dirais, au niveau des textes, jusqu'à justement cette loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, mais aussi avec le nouveau plan France 2030, où on voit bien que la compétence est toujours au cœur de nos réflexions. Donc, on voit bien que c'est un vrai changement de paradigme, aussi bien pour nous dans l'enseignement supérieur que pour les entreprises. Et nous, on a vraiment mis l'accent sur penser et agir compétence. C'est vraiment notre mot d'ordre aujourd'hui. Et donc, ce changement de paradigme, précédente, ce changement de paradigme se décline à différents niveaux. On voit bien que dans l'enseignement supérieur, on voit finalement, c'est à prendre en compte dans les réflexions stratégiques et dans les visions, dans les plans stratégiques finalement de nos établissements, où finalement, on va plus être sur une logique de délivrer du savoir. Oui, Catherine, c'est bon. De délivrer du savoir, suivante. De délivrer du savoir, mais bien plus de travailler sur l'employabilité. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment important parce que ça va changer complètement, ça va redimensionner finalement le sens et la mission première d'un établissement d'enseignement supérieur. En termes de programme et de contenu, de ce fait, on ne va plus être sur une liste de cours, mais on va parler en bloc de compétences et de plus en plus, et là on vient de l'acter au niveau du MESRI, hein, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on va travailler à la fois les blocs de compétences sur les fiches RNCP, mais de l'autre côté, on va redessiner nos maquettes en MAC, en module d'acquisition de compétences. Donc là, on voit bien qu'on va être de plus en plus sur un vocabulaire de compétences et sur des parcours personnalisés beaucoup plus sur mesure. Les lieux et modalités sont aussi questionnés parce que de ce fait, on va être de plus en plus sur des lieux hybrides, hein, du mixed learning, des lieux multiples, des plateformes. On va vraiment être sur une approche digitale de la formation et du développement des compétences. En termes de didactique et de pédagogie, là aussi, on avait un modèle assez standard, hein, avec une animation qui était quand même descendante et de masse. Et là, on voit bien que cette orientation compétences va nous amener à travailler sur ce qu'on appelle de plus en plus des activités, hein, des activités pédagogiques de plus en plus innovantes. Et là, par exemple, toute l'expérience qu'on a eu la chance de développer, entre autres sur le MOOC, comme ça a été dit en introduction, former, développer les compétences, en est un exemple. Et puis la grande question, mais c'est finalement comment on va évaluer. Et donc là, le fameux contrôle de connaissances qui était basé sur du savoir, sur finalement une évaluation sommative est remise en question, voire même en termes de certification, des questions se posent sur des nouvelles formes de certification. Donc tout d'abord la question de l'évaluation en situation, puisque la compétence va bien se révéler en situation. Donc comment travailler sur de l'évaluation beaucoup plus formative et travailler aussi sur finalement d'autres formes de certification. On va parler des badges, on va parler des micro-credentials, et puis on va parler aussi finalement quel impact tout ça a sur
sur l'employabilité et l'insertion. Donc, on voit bien, pour nous, en tant qu'universitaires, cette orientation compétences est une vraie transformation, un vrai changement de paradigme, où on va passer finalement d'une logique de l'avoir, j'ai un diplôme, j'ai un parcours de formation, j'ai des étudiants que je vais essayer pour lesquels je vais essayer de transférer ou transmettre de la connaissance, à une logique de l'être, où là, je vais beaucoup plus travailler sur l'employabilité, sur comment faire grandir des personnes pour les accompagner tout au long de la vie. Donc, on voit bien que derrière, eh bien, notre métier est nous-mêmes en train de se transformer. Donc, on a une première question qui est que par rapport à votre discours et aux orientations qui se développent dans l'enseignement supérieur, dont vous venez de nous faire l'écho, on a envie de se dire que les choses existent déjà depuis longtemps dans les centres de formation, en alternance, dans la validation des compétences qui se fait avec un mot qui existe déjà dans le vocabulaire classique des centres de formation. Alors, dans les centres de formation, tout dépend à quel niveau vous parlez. Je pense qu'on a tous… Notamment, on peut dire, parce qu'il y a une évolution forte vers le supérieur, mais au niveau de l'infrabac, par exemple, et de la validation des compétences du CAP au bac pro, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, ce que je dessine là n'est pas daté 2021 ou 2018 depuis la réforme Pénicaud. Bien entendu, tout ça est en marche depuis un certain nombre d'années. Quand on regarde les premiers textes structurants sur la GPEC, qui a peut-être, au travers des lois Borloo, entre guillemets, qui ont peut-être un peu plus poussé les choses, même si c'était déjà existant. Finalement, moi, ce que je veux tout simplement dire au travers de ça, c'est qu'aujourd'hui, on exige, c'est pas que nous on exige, mais c'est que finalement notre écosystème, marché du travail, acteurs de la formation, de l'emploi, tous ces acteurs arrivent à la même conclusion, c'est qu'il faut qu'on ait un langage commun. Et donc une grammaire commune. Et aujourd'hui, on constate des disparités. Tout le monde n'est pas à la même vitesse, au même niveau. Et donc, il y a des vrais enjeux aujourd'hui de pousser ceux qui font déjà, de les pousser encore plus loin, et puis ceux qui ne font pas encore, de les initier. Donc là, c'est vraiment l'idée d'embarquer l'ensemble de ces acteurs. Et ce que vous dites est vrai pour les centres de formation. Mais c'est vrai aussi dans les entreprises, où ces orientations compétences sont beaucoup plus développées dans certains secteurs ou dans certains groupes que dans certaines entreprises de taille plus petite ou moyenne. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un impératif, mais que cet impératif, il est poussé finalement par l'ensemble des parties prenantes. C'est en fait le message que je veux faire passer. Et bien entendu, nous aussi, ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets, mais pas forcément avec le niveau d'exigence ou le rythme ou la vitesse qui serait peut-être nécessaire au regard de la transformation croissante et de l'accélération du fait de la crise sanitaire. On a une remarque aussi, peut-être avant de passer à la suite. Pouvez-vous développer l'intangibilité des soft skills, s'il vous plaît ? Le fait que ce ne soit pas tangible, ça veut dire que ça amène quelque chose de concret qui reste individualisé et en fonction des contextes et des circonstances. C'est bien ce que l'on va retrouver dans la partie formation, développement de ces compétences soft skills ou compétences douces transversales. C'est que du coup, il faut créer une multitude d'expériences et de situations pour avérer cette compétence-là. Elle va dépendre de l'individu, elle va aussi dépendre du trait de personnalité de départ de l'individu. En même temps, si on n'a pas ce trait de personnalité de départ, par exemple, si on n'est pas créatif dès le départ, rien n'empêche que cette compétence s'acquiert par des mises en situation pédagogiques. Mais tout cela, ça reste malléable, ça reste dépendant de l'individu, dépendant des contextes, des expériences, et donc ça donne une dimension moins concrète, plus abstraite, et donc d'où ce terme qui est utilisé. Quid des formations pour les enseignants formateurs dans les différents établissements d'enseignement afin d'aborder une posture d'accompagnement vers l'appropriation des savoirs, la mise en réflexibilité et le rôle des évaluations. Oui, on pourra revenir peut-être sur cette question en fin de séance, puisque je pense qu'il y aura des éclairages dans les autres témoignages du chapitre 2 et 3.
Très bien. Alors, donc, je clôt cette partie de questionnement et je vous laisse à nouveau la parole. Merci à toutes les deux. Pour revenir à l'expérimentation du projet Compétences 3.0 dont a parlé Catherine tout à l'heure, on a donc été sollicité et retenu pour travailler sur ce sujet en 2019. Donc la première chose, c'était de revenir sur le concept de compétences pour déjà être sûr qu'on parlait le même langage, et puis ensuite de commencer à travailler sur les référentiels existants de compétences dites soft, que je vais d'ailleurs un peu critiquer au sens constructif du terme tout à l'heure. Donc déjà, un rapide arrêt sur image sur le concept de compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pléthore de définitions issues de la littérature. Dans notre association académique, la GRH, on a énormément travaillé. Il y a même un groupe de recherche thématique spécifique sur ce sujet de la compétence. Mais quand on regarde toutes ces définitions, finalement, on va toujours avoir ce fameux triptyque, alors qu'on peut appeler de différentes façons, mais savoir-être, savoir-faire, savoir. Mais finalement, ce qui est important, c'est que ce triptyque, il est bien dans une situation donnée et en fonction d'un objectif. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va vraiment conditionner finalement la situation d'apprentissage et la situation d'évaluation, parce qu'il faudra vraiment que l'évaluation des compétences se fasse en situation. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard, mais c'est déjà important qu'au regard de la définition, on soit bien d'accord. Et d'ailleurs, diapo suivante, on voit bien que cette définition a été intégrée dans les travaux de France Compétences, qui aujourd'hui fait office de référence pour à la fois les fiches RNCP entre autres, mais aussi pour travailler sur ce thématique de la compétence. Et au regard justement de tout ce que nous, on a pu faire en termes de recherche au sein de notre association nationale, notre association académique, on voit bien que la définition de France Compétences revient bien sur ces ressources qu'un individu doit avoir, des savoir-faire techniques, des savoirs relationnels. Bon, après, on utilise les mots qu'on veut, mais on tourne bien autour de ces idées de savoir, pratique et puis comportement finalement, et de celle de son environnement dans des situations diverses, et bien en fonction d'un objectif. C'est bien l'objectif, il y a bien un objectif professionnel derrière. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir toujours ça en tête pour qu'on parle, je dirais, le même langage. Alors, par la suite, en s'étant mis d'accord justement sur tous ces éléments-là, on a commencé à travailler sur les référentiels. Oui, ça c'est bon. On vous a remis quelques éléments de cadrage par rapport aussi au bloc de compétences. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la présentation, mais c'était pour resituer que tout ça s'intègre bien aujourd'hui dans une dynamique forcément, avec des blocs qui sont bien la composition de compétences homogènes. C'est un bloc est bien un ensemble homogène et cohérent de compétences. Et là, on va pouvoir mêler justement des compétences métiers et des compétences plus transversales. Donc, à partir de ce cadre, finalement, on s'est dit, mais finalement, travailler sur un programme de formation plus transversal, compétences soft au départ, c'était le premier vocabulaire qui avait été retenu. On a commencé à faire un état des lieux de différents référentiels qui existent aujourd'hui, que ce soit le référentiel du World Economic Forum, le référentiel de l'OCDE, des collègues O'Haraud, Moléon, Bourré qui ont écrit un bouquin sur les compétences soft, le référentiel européen de nos collègues d'ONEJ sur Hélène Forwork, qui ont fait un gros travail au niveau européen sur les compétences dites soft également. Nos deux collègues, Isabelle Barthes et Isabelle Géniaud, qui ont travaillé aussi sur ce sujet, en particulier dans le cadre d'une thèse. Le référentiel de Jérémy Lamry sur les 4C, et puis d'autres guides qu'on a pu trouver sur les compétences transversales, entre autres. Donc, on a essayé de regarder tout ça. On a essayé de voir toutes les compétences qui apparaissaient dans chacun de ces référentiels, avec un constat qui n'était pas tellement satisfaisant, c'est que finalement, tout le monde parle des compétences, mais avec des définitions qui sont assez courtes, finalement, même dans les meilleurs référentiels internationaux. Donc, tout d'abord, on s'est dit de quoi parlons-nous? Et donc, on s'est posé la question du vocabulaire. Et pour défendre là aussi la francophonie, on s'est dit, parler de compétences soft, c'est bien. Compétences douces, ça, c'était pas forcément un mot qui nous convenait.
Et puis finalement, on se rendait compte que dans ces différents référentiels, il y avait plusieurs natures de compétences. Des compétences qui étaient plus liées finalement à la personnalité, des compétences qui étaient plus liées à la mise en situation dans des situations vraiment professionnelles. Et donc, on se disait, mais finalement, il ne faut pas tomber dans la simplicité en disant les compétences soft, c'est que des compétences de nature plutôt psychologiques liées à la personne, mais que c'est plutôt des compétences qui, pour nous, et c'est pour ça qu'on a choisi ce terme, ce sont des compétences transversales, complémentaires aux compétences techniques, qui peuvent s'exprimer dans différentes situations professionnelles, mais aussi dans des situations personnelles ou privées, et qui représentent, tout à l'heure Catherine a mis l'accent sur la distinction, et ça je crois que dans notre monde d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment important, ce petit plus finalement distinctif qui va faire la différence. Et régulièrement, on disait, mais finalement, en matière de recrutement, il faut faire la différence entre le diplôme et le diplômé. Bah, finalement, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette variable supplémentaire que représentent ces compétences transversales qui vont faire qu'une personne, dans une situation donnée, eh bien, sera peut-être un peu plus compétente que d'autres, même si elle a finalement des bases de compétences techniques assez proches, il y aura quelque chose de plus. Et ce plus, on a essayé justement de le travailler dans ce programme de formation. Et avant de construire un programme de formation, eh bien, on a essayé de construire un référentiel. Donc là, je vous ai remis quelques compétences complémentaires. Hein, plus récemment, on voit bien que LinkedIn travaille aussi, extrait, je dirais, un certain nombre de compétences clés, et on voit bien que l'idée de créativité, de persuasion, d'esprit d'équipe, d'adaptabilité, d'intelligence émotionnelle, ce sont vraiment des compétences qui apparaissent, et comme des compétences vraiment transversales sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Donc là, c'est juste pour actualiser la recherche historique qu'on avait pu faire en 2019 quand on a construit ce programme de formation entre janvier et avril. Et donc, on avait travaillé les mois précédents pour vraiment faire un état de l'art, ce qu'on appelle nous un état de l'art, pour regarder tous les référentiels, et qu'on a complété pour cette présentation avec quelques documents plus récents. Donc, par rapport à ce référentiel, compétences 3.0, travaillant beaucoup sur les blocs de compétences, on a décidé de le structurer en 4 blocs. Donc, par rapport à cette expérimentation qu'on a valorisée dans un ouvrage qui s'appelle Compétences 3.0, développer les compétences transversales au service de l'employabilité, on a essayé de voir dans cet état de l'art, et en discutant à la fois avec des personnes qui étaient des représentants des 5 OPCA devenus OPCO en cours de route, on a essayé de structurer finalement un référentiel autour de 4 grands blocs de compétences: connaissance de moi, appréhension du monde du travail, moi et les autres, et moi au travail. Alors c'était vraiment parce que finalement ça nous permettait de ranger à peu près toutes les compétences qu'on avait identifiées dans les différents référentiels internationaux, et puis dans la remontée d'informations aussi qu'on avait de nos partenaires dans ce projet. Donc il y avait des personnes des 5 OPCO, et puis Pôle emploi, l'APEC, qui était également présente. Donc au niveau des comités de pilotage, quand on discutait tous ces sujets, on a décidé de rassembler tout ça de cette façon-là. Donc sur le premier bloc, connaissance de moi, l'idée c'était vraiment de se poser la question, dans un premier temps, quand je vais travailler sur mes compétences transversales, eh bien déjà il faut que je me connaisse mieux. Donc là c'était vraiment l'idée de l'introspection, de se poser des questions sur mes compétences personnelles. Ensuite, la grande question, qui est aujourd'hui une des questions clés en termes d'orientation et de construction de sa trajectoire professionnelle, c'est finalement comment j'appréhende le monde du travail. Et donc, comment je l'appréhende, et une fois que je connais un peu mieux, comment je peux me positionner. Et là, au regard du public on avait des personnes en situation délicate qu'il fallait accompagner. Et donc, on s'est dit, là, c'est vraiment important de les ouvrir justement sur une meilleure compréhension du monde du travail. Ensuite, quand on parle de compétences transversales, on parle aussi souvent de compétences liées à la communication, à la relation à l'autre. Et donc là, on a essayé de valoriser ça sur l'expression « développer son esprit de service ». Et puis, on le voit bien au regard des transformations de la société,
toutes les organisations se questionnent aujourd'hui sur leur propre transformation du business, transformation du management, des compétences, etc. Donc, il faut adopter une posture d'innovation. Et donc, là, on a essayé de rassembler des compétences qui permettaient finalement d'être en cohérence avec cette idée d'innovation. Donc, sur les compétences liées à la connaissance de moi, on a travaillé 5 compétences. Donc, on a 4 blocs de compétences et dans chacun des blocs, on a identifié 5 compétences. Ça fait un portefeuille de 20 compétences et en fait, on s'est adossé à un modèle type certification RNCP. Hein. On était en parallèle dans ce projet en partenariat avec l'école du numérique Saint-Plon qui devait aussi valider une montée en compétences sur des compétences numériques. Et eux, ils avaient structuré un certificat avec un référentiel de 20 compétences. Et quand on a regardé un petit peu leur façon de travailler, on s'est dit, bah tiens, ça peut être un modèle intéressant. Donc, on s'est inspiré finalement de ce référentiel en 20 compétences, sauf que nous, on l'a structuré de façon un peu plus lisible en 4 blocs pour construire le livret de l'apprenant. Parce que vous allez voir qu'au-delà de la définition des compétences qu'on a essayé d'enrichir, après, on a vraiment essayé de travailler un outil qu'on a appelé le livret de l'apprenant pour que finalement, sur chacune des compétences, on ait à la fois la définition, mais aussi des situations d'observation potentielle de cette compétence, et puis que la personne puisse y adosser finalement des preuves particulières pour qu'on puisse nous ensuite les évaluer. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point. Donc, sur connaissance de moi, on a l'esprit d'entreprendre, la présence, la confiance, la motivation, l'audace, en tout cas, qui étaient des compétences qui étaient présentes dans tous les référentiels. Alors, la présence n'est pas forcément présente, c'est le cas de dire partout, mais pour nous, c'était vraiment une compétence importante. C'est vraiment le fait d'être ici, là et maintenant, concentré, impliqué physiquement, psychologiquement, etc. Et au regard de la culture actuelle du zapping, c'est quelque chose qui est vraiment important, en particulier dans le monde du travail. Sur le deuxième bloc, se positionner dans le monde du travail, là on était sur des compétences assez classiques hein, qu'on retrouve vraiment un peu partout dans les référentiels, souplesse cognitive, curiosité, pensée critique, ouverture d'esprit et esprit d'analyse. Sur le troisième bloc, moi et les autres, on est sur l'intelligence émotionnelle, sur l'écoute active, l'empathie, sur la gestion des équipes et en particulier sur la partie un peu plus leadership, sur la culture du service et sur l'esprit collaboratif. Donc, gestion des équipes leadership, c'est plus comment prendre le lead. Et sur l'autre partie, c'est plutôt comment je me positionne dans une équipe. Et enfin, sur la partie moi au travail, jugement et prise de décision, résolution de problèmes complexes, créativité, communication écrite et orale et négociation. Donc, à partir de ce référentiel, on a pu justement faire progresser cette réflexion récemment. Donc là, c'est une actualisation 2021 en partenariat avec une start-up, Five Feedback, qui a monté un outil assez intéressant qui permet justement d'évaluer les compétences grâce à un feedback. C'est-à-dire que je vous expliquerai tout à l'heure dans la construction du parcours formatif comment nous, on a travaillé. Mais là, je voulais vous montrer l'actualisation. Je les ai accompagnés dans une réflexion où là, finalement, on a élargi un peu le référentiel historique compétences 3.0. Et là, c'est à destination d'étudiants plutôt de l'enseignement supérieur pour justement un feedback. Donc là, leur outil, c'est qu'il y a ce référentiel qui existe et donc là, l'étudiant doit choisir des pairs qui vont, alors des pairs soit des camarades, soit des profs, soit des personnes en entreprise qui vont lui faire un feedback sur ses compétences. Et donc, l'idée d'apporter la preuve, elle passe justement par ce feedback. Donc là, vous voyez, communiquer, leadership, esprit d'équipe, développer son agilité, révéler son potentiel. Vous voyez, on est assez proche finalement de notre référentiel, mais il est un peu plus orienté enseignement supérieur et étudiant dans l'enseignement supérieur. Voilà. Mais on retrouve globalement, là on a plus de blocs que le 4.0, mais on retrouve beaucoup de compétences, peut-être un peu plus poussées sur des métiers liés entre autres au management. Alors on continue.
Donc tout ça nous a permis aussi d'intégrer finalement cette réflexion compétences 3.0 dans un autre référentiel de compétences, alors là plutôt métier du management qu'on a eu l'occasion de faire pour la FNEJ, qui est aussi en accès libre sur Internet, vous pouvez le trouver. Et ce référentiel des compétences, on a essayé d'identifier des métacompétences. Diapo suivante. Et ces métacompétences, on a essayé de les définir aujourd'hui et demain dans une dimension prospective. Et ensuite, on les a combinées, diapo suivante, avec le référentiel compétences 3.0, c'est-à-dire qu'on était sur les compétences métier du management, et dans tous les secteurs d'activité, on a identifié 10 grands, pas secteurs d'activité par exemple, domaines d'application, donc toutes les grandes fonctions de l'entreprise, en finance, en RH, en marketing, en logistique, etc. Et donc on a décliné par exemple veiller, anticiper, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire demain, qu'est-ce que ça veut dire dans chacun des grands domaines de la gestion et du management, et quelles sont les compétences soft adossées. Donc pour bien vous montrer comment, justement, au travers de ce projet compétences 3.0, eh bien, on a continué à utiliser cette base à la fois très récemment avec Five Feedback pour les aider à enrichir leur référentiel, en particulier à destination d'étudiants du supérieur et plutôt dans des formations en management, et comment on a travaillé aussi sur ce référentiel prospectif du management, des compétences en management, en tout cas dans les métiers liés au management, en finance, en RH, en marketing, etc. Et comment justement on a adossé aussi cette réflexion avec un portefeuille de compétences transversales. Voilà, je prends le relais sur le deuxième témoignage. Du coup, vous comprenez bien qu'à travers le témoignage d'Aline, la nécessité pour nous, en tant qu'opérateurs techniques et de terrain, d'avoir tout cet éclairage-là. Sinon, on pouvait partir avec des repères erronés ou trop rapides. Donc, pour nous, ça a été un travail extrêmement structurant. Alors, pour faire de cette notion de compétences, de nouvelles compétences, à les orchestrer et à penser démarche inclusive, qui est mon intervention de ce deuxième temps en essayant de passer la diapo suivante. Je voulais marquer un certain nombre de points clés, en tout cas d'étapes clés. On reste en France très attaché à la technicité, à l'expertise, avec des organigrammes très hiérarchisés, où du coup l'émergence de ce besoin de nouvelles compétences arrive un peu plus tardivement, et il y a une nécessité de reconnaissance et de montée en maturité tous ensemble en fait sur le sujet, pour essayer de répondre à ces besoins rapides que j'ai évoqués en enjeu au préalable. D'autant que peut-être ce qu'on n'a pas encore signalé, mais que je souhaitais rajouter ce message-là, c'est que ces compétences personnelles, transversales, douces, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas plus une catégorie de personnes plus aguerries qu'une autre, que ce soit dirigeant, manager, demandeurs d'emploi, qu'on se situe dans un registre d'inclusion sociale, d'employabilité ou de développement des compétences et de carrière, la question à un moment donné va se poser. Le deuxième point d'attention, c'est concernant l'analyse des besoins. Aline a évoqué ce trio de choc entre savoir-faire, savoir-être, qui anime notre culture et notre manière de structurer nos référentiels d'un point de vue général. Mais ce trio de choc, il se joue aussi entre cette articulation compétences techniques, compétences transversales et aussi compétences différenciantes. Comment aujourd'hui on les combine, comment on crée comment on a cette analyse de besoins pour recomposer nos référentiels d'analyse de besoins, d'analyse de formation, de référentiels pédagogiques et ainsi de suite. Souvent, cela nécessite des travaux de réingénierie de la plupart des dispensateurs de formation. Et c'est souvent là où il y a besoin de moyens. Alors, le moyen, il est à la fois financier, il est à la fois humain aussi, il est dans le partage
D'où la nécessité souvent de valoriser l'existant et de mettre l'accent sur la transdisciplinarité. C'est le travail collaboratif et transdisciplinaire qui nous aidera à nous sentir moins isolés dans cette réflexion-là et dans ce travail de rénovation des parcours, des référentiels, des certifications. Alors souvent, en question sous-jacente, on a cette question, mais est-ce que véritablement ces compétences s'apprennent? Alors, notre expérience 3.0, comme l'a évoqué Aline, nous montre que oui, on peut travailler ce sujet-là. Côté neurosciences, tout démontre que le cerveau n'étant pas figé grâce à cette magique plasticité cérébrale, à partir du moment où on va s'exercer, pratiquer, tout peut s'épanouir et ces compétences-là aussi. D'ailleurs, quand on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence intuitive, d'intelligence multiple, elle l'orchestre bien, c'est finalement en transversal et avec un autre propos, l'orchestration de ces capacités-là. Donc, oui, on peut travailler cela. Par contre, la difficulté que j'ai un peu surlignée tout à l'heure, ça va être créer ces situations immersives et cette pédagogie qui va les mettre en avant tout le long de la vie. Donc, il s'agit de le penser au niveau de l'école maternelle, primaire, collège, lycée, formation professionnelle et dans le monde du travail. Et cette question d'intégration dans les positionnements et les certifications amène aussi notre posture, comment on positionne, mais comment on a la pratique de questionnement et comment on met ces nouvelles modalités. Alors, on en parlera dans le chapitre 3. Quelles modalités peut-on trouver pour les repérer, pour les travailler, pour en faire un levier, en tout cas, certainement pas un frein d'apprentissage. Ce qui amène, et je terminerai par là, cette notion de parcours individualisé, souvent hybride et expérientiel. C'est souvent ce triptyque aussi. Alors, on a pas mal utilisé ce terme triptyque en utilisant ces rouages, mais c'est bien un peu l'art que l'on va devoir, ce travail d'artiste que l'on va devoir mener, c'est toutes ces combinaisons pour travailler ces sujets. Alors, on a quelques questions, effectivement. Alors, la première chose, c'est quand vous avez parlé tout à l'heure, Aline, des différents référentiels sur la base desquels vous avez pu travailler et ce que vous avez pu observer et ce qui existe et qui est utilisé. On a eu pas mal de réactions en disant et RecTech, nous on utilise RecTech et ça marche bien, la roue des 14 compétences avec des niveaux. Alors donc voilà, ça, quelle est votre observation, votre vision de ce référentiel, si vous le connaissez, si vous l'avez intégré à vos travaux? Ce serait la première question. Alors nous on l'a pas intégré, mais bon après voilà il faut faire une sélection et ce sont des référentiels qui pour nous avaient du sens. Alors on était plutôt aussi sur des formations je dirais enseignement supérieur, voilà, donc peut-être que ça explique la différence, mais globalement de toute façon ces compétences-là elles sont assez proches, hein, donc notre vue en tout cas des référentiels n'était pas forcément exhaustive. On a pris les principaux référentiels qui étaient importants pour nous, voilà, à l'époque. Ok, alors ça, très bien, merci pour votre réponse. Alors, il y avait une deuxième remarque plutôt, j'allais dire, qui est, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le langage commun, est-ce que ce ne serait pas utile d'avoir un langage commun universel plutôt que tous ces référentiels différents, et avec une remarque complémentaire qui ne serait-ce pas dans les fonctions de France Compétences d'homogénéiser l'ensemble de ces référentiels? Alors, sans trahir des travaux en cours et des projets au niveau des différents ministères concernés d'ailleurs, hein, il y a un gros travail, vous devez être au courant, hein, avec entre autres l'ONICEP, hein, sur ce fameux passeport de compétences entre guillemets universel. Et donc on y travaille. Moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je le répète, hein, je pense qu'aujourd'hui en effet on a pléthore de référentiels.
ils sont pas tous connus de la même façon, ils sont pas tous valorisés de la même façon, et à un moment donné, quand on les recoupe, on arrive quand même à un portefeuille. Alors, je sais pas s'il en faudra 20, s'il en faudra 30, mais en tout cas, quand on parle de compétences transversales de ce type, mais moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Aujourd'hui, je pense que ce serait important d'avoir que France Compétences et au travers de ce travail en cours là avec les ministères et l'ONICEP, d'arriver oui, à une certaine synthèse de tous les référentiels pour avoir ce langage commun. Ça, c'est important. Et là, notre sujet aujourd'hui, ce sont les compétences transversales. Mais moi, je pense que même sur les compétences métiers, vous voyez, nous, on a fait un gros référentiel sur les métiers dits du management, hein, en finance, en RH, en marketing, etc. On se rend bien compte que les 8 métacompétences qu'on a extraites sont des compétences là transversales métiers cette fois-ci, hein. Et je pense que là aussi, c'est pareil, on pourrait simplifier et avoir aussi sur les compétences métiers des référentiels un peu plus homogènes et même une vision très transversale, parce que sur des métiers de production, sur des métiers du service, etc., on pourrait avoir, je dirais, là aussi des méta-compétences qu'on pourrait décliner ensuite. Et ce travail, en tout cas, moi c'est le discours que je tiens dans ce groupe de travail interministériel et avec l'ONICEP, hein, je pense qu'il est vraiment temps que, aussi bien sur les référentiels métiers que sur les référentiels plus transversaux, on ait vraiment une réflexion sur les compétences et avec une vision très synthétique et simple, avec des définitions claires, mais aussi avec une dimension prospective, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, comment ces compétences peuvent évoluer, et donc là, avec des outils qui pourrait permettre justement, une fois que c'est fait, d'avoir une certaine actualisation. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est une vision partagée, en tout cas au plus haut niveau, donc on peut s'en féliciter. Où où placeriez-vous les compétences liées à la prise de décision? Et la deuxième question, c'était où retrouverait-on les compétences liées au savoir de base, et notamment celles de CLEA, dispositif CLEA? Alors, sur des soft skills finalement, et puis pour Cléa, qu'est-ce qu'on fait de ces compétences liées au savoir de base? Comment vous les classez? Est-ce que vous les retrouvez dans ces soft skills, ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'autre? Comment le positionner? Alors, c'était la première compétence, c'était laquelle? Ah, pardon, sur la prise de décision. La première question, c'était sur la prise de décision. Oui, alors après, sur la dimension prise de décision, c'était nous dans notre référentiel, dans la synthèse qu'on a pu faire, hein, elle était plutôt intégrée dans la partie leadership et capacité à prendre des décisions. Elle était plutôt à ce niveau-là, en fait. Mm-hmm. Elle était intégrée dans cette dimension-là. C'était plutôt dans la dimension, en effet, moi et les autres, hein, dans le bloc de compétences moi et les autres, où voilà, on est par rapport à un environnement en capacité de prendre le lead et de pouvoir prendre des décisions structurantes, entre guillemets. Sur la partie des compétences de base, alors après, c'est pas forcément l'intégralité, mais en tout cas la communication écrite et orale était dans la dimension moi au travail. Et ça, pour nous, en termes d'enseignement supérieur, c'est quelque chose d'important, parce qu'elle a été réinjectée dans toutes les fiches métiers des masters, des 250 et quelques masters en France, donc toutes disciplines confondues, hein, et dans les 4 blocs de compétences imposés, on a bien cette dimension communication. Donc voilà, c'est une partie de la réponse, mais après, voilà, en fonction des métiers sur lesquels on travaille, des niveaux aussi, forcément, il y a des adaptations. Mmh. D'accord. Après, on avait une question sur toujours l'évaluation de ces compétences. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à confondre l'évaluation de la compétence avec l'évaluation de la performance? Alors, non, pour moi, c'est 2 niveaux différents, parce que on peut la compétence, c'est
Est-ce que dans une situation, la personne est en capacité de mobiliser une compétence et d'atteindre un objectif? Après, la mesure de la performance, pour moi, elle peut être à la fois individuelle et collective. Déjà, donc là, ça pose une autre question, c'est l'évaluation des compétences collectives dans une équipe. Là, pour l'instant, notre débat du jour, je pense qu'il est plus centré sur les compétences individuelles, comme mobilisées par une personne, donc au niveau individuel. Mais dans la performance, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de compétences collectives à évaluer. Et après, le curseur, il n'est pas forcément mis au même niveau, parce que la personne, elle peut être compétente, mais c'est pas pour ça qu'elle est forcément performante. Je pense que la performance, après, c'est des niveaux d'objectifs qu'on va forcément fixer. Pour moi, on est sur deux registres différents. Un, on est sur le registre, je dirais, plus RH et confirmation que cette personne, dans une situation, est en capacité de faire des choses. Et puis après, on est dans une posture de pilotage où là, on va regarder si individuellement ou collectivement, les gens sont performants. Donc pour moi, c'est deux registres différents. Alors sur la partie structuration justement de ce parcours de formation, donc si je reprends les étapes clés, on a tout d'abord donc fait ce travail pour répertorier les principaux référentiels de compétences soft ou transversales. Ensuite, on a structuré notre propre référentiel et ensuite on a monté le programme de formation. Alors, il faut quand même peut-être situer pour quels étaient les destinataires, hein. Donc c'était une trentaine de personnes qui avaient été identifiées par Pôle emploi en région parisienne, et les OPCA de l'époque avaient sélectionné aussi des entreprises d'accueil pour que ces personnes puissent faire un stage. L'idée étant, et Catherine pourra y revenir, hein, que au travers de ces différents OPCA, depuis un certain temps, ils s'étaient rendus compte que finalement, ils avaient des besoins en communication numérique de base, et que les personnes qu'ils pouvaient rencontrer ne satisfaisaient pas forcément toujours à leurs exigences, et en particulier à deux niveaux. En termes comportementaux, pour faire simple, et en termes de compétences numériques de base. D'où la réflexion sur les compétences dites transversales d'un côté, et puis l'école Simplon qui est venue apporter une formation sur les compétences numériques de base. Et puis après, Pôle emploi et l'APEC qui étaient là pour accompagner sur une réflexion un peu plus générale sur le positionnement sur le marché de l'emploi. Donc, au travers de notre expérience, nous, en tout cas à l'Université de Caen, et en particulier à l'IAE Caen en Normandie, on a donc travailler ce référentiel, et ensuite, au regard des 4 blocs, on a structuré le parcours formatif à partir des 4 blocs. Et sur le premier bloc, sur la connaissance de soi, on a fait passer des tests, hein. On a travaillé avec Nouzabou Mansour, qui est une intervenante à l'IAE de Caen et qui est psychologue. Et donc, on a travaillé entre autres avec le MBTI, par exemple, pour que les gens travaillent un peu plus leur personnalité, qui est un travail d'introspection finalement, et au travers de cette première session, c'était chaque module était de 14 heures, donc 14 heures sur chacun des blocs. C'était ce qui avait été mis en place dans le cahier des charges historique par les OPCO, et donc finalement, au travers de cette première séance, on s'est rendu compte qu'on était sur un public assez fragilisé, et ces personnes, quand elles ont eu l'effet miroir, hein, de se voir, ça s'est pas toujours très très bien passé, et donc on a rebondi. Donc là, on a rebondi très vite, et on s'est dit pour les prochaines séances, va falloir qu'on essaie de travailler en essayant de trouver une distance entre le travail et l'introspection qu'il faut faire sur la personne, mais aussi en prenant un peu de distance, avec une approche plus ludique et puis plus distanciée, pour que on arrive à faire passer des messages sans que ce soit forcément en direct vis-à-vis de chacune des personnes. Et donc, on avait déjà plus ou moins imaginé de faire un serious game, un jeu sérieux sur la formation. On avait déjà des éléments, mais comme vous l'avez compris, c'était entre janvier et avril, et on a commencé à travailler globalement en décembre. Donc,
donc le timing était plus que serré pour à la fois faire tout ce travail de recension des référentiels, construction de notre propre référentiel et ingénierie pédagogique. Donc tout ça s'est fait vraiment un peu en direct. Et donc, quand on a organisé les deux premières journées, on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on mette l'accélérateur sur la dimension prise de distance et caractère ludique. Et donc, on a créé avec Rémi Quelian, qui doit être parmi nous aujourd'hui, entre autres, qui a été une cheville ouvrière importante de par ses compétences sur le sujet. On a travaillé sur ces aspects-là pour essayer de monter un vrai faux jeu sérieux, où finalement, eh bien, au cours des séances suivantes, on a travaillé à partir d'avatars, c'est-à-dire que les personnes ne travaillaient pas directement sur elles avaient à choisir dans ce jeu sérieux des personnages, et il y a eu toute une structuration, une scénarisation finalement des séances suivantes où les gens avaient à travailler sur des avatars, à travailler sur le portefeuille de compétences de chacun de ces avatars, à trouver des situations on a fait même un job dating fictif où les personnes avaient des situations complexes à trouver, et puis à mettre les bons avatars, ceux qui avaient les bonnes compétences pour régler ces jeux. Et au final, eh bien, ces personnes ont présenté leur projet par équipe le dernier jour où elle jouait finalement avec le référentiel finalement. La philosophie finalement de Serious Game, c'était via des avatars et des situations complexes de mettre en relation les bonnes personnes en face des bonnes situations et puis de travailler tout ça. Et donc c'est l'astuce entre guillemets qu'on a trouvée et qui a porté ses fruits, parce que quand on a vu la capacité, et ça je crois que c'est quelque chose d'important dans nos échanges d'aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment, alors dans la littérature ça n'existe pas encore de façon RH personnalisée, il y a quelques auteurs qui ont travaillé sur ça, mais de façon plus organisationnelle, mais je crois qu'un de nos vrais enjeux aujourd'hui, c'est comment accompagner chacun dans sa capacité à se transformer. Au regard de ce qu'on a dit en introduction, sur la capacité, sur le monde en transformation, c'est comment aujourd'hui chacun va être en capacité de se transformer. Et donc là, bien entendu, toute la mise en évidence de ce que Catherine disait tout à l'heure sur les neurosciences, sur comment accompagner, comment mettre en place, analyser autrement, comment être dans des questions d'apprentissage, etc., c'est comment finalement on va avoir des outils d'observation et de récolte de preuves pour montrer comment une personne, dans une situation donnée, eh bien, dans un parcours formatif, arrive à se transformer. Et je crois que là, la réflexion sur le portefeuille de compétences transversales est vraiment important, parce que c'est au travers de ces compétences transversales qu'on va vraiment pouvoir mesurer des degrés, des niveaux finalement de transformation. Et nous, là, pour revenir à notre parcours, sur les formations et sur le niveau de formation de départ et les premiers contacts qu'on a eus avec ce public, et quand on les a vus présenter, c'était en avril de mémoire, les résultats du jeu auquel ils avaient participé, on s'est dit mais ces personnes-là, on les reconnaît même pas, même physiquement, les personnes étaient complètement métamorphosées. Et pour accompagner tout ça, eh bien, on a imaginez, et ça aussi je pense que c'est important, et là ça a été le luxe de ce projet, ce qu'on n'a pas toujours dans les dispositifs de formation, c'est qu'ils avaient un coach personnel, donc entre autres Rémi qui à l'époque était en thèse, et Clara Aoun qui était une autre de mes doctorantes, et bien tous les deux étaient des community managers à la fois virtuels et physiques de temps en temps, des coachs personnalisés entre guillemets, et ont suivi chacun la trentaine de personnes. Et donc, il y avait aussi elles avaient un contact, j'ai presque envie de dire, presque permanent avec eux pour pouvoir continuer, réfléchir, etc. et puis avancer sur la structuration de leur exercice. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment important aussi de pouvoir penser à peut-être à la mise à disposition, en tout cas, de ressources complémentaires, au-delà du formateur classique, qu'il soit enseignant ou formateur basique, peu importe, en tout cas, la personne qui a en charge
la formation et c'est aussi d'avoir des gens autour pour accompagner. Et ça, je crois que ça devient de plus en plus important. Nous, on le voit dans toutes nos formations. Dans le MOOC, on a un community manager. En l'occurrence, c'est Nouza qui a cette activité, Nouza Boumansour. Je pense que ça devient important. On n'a pas le luxe, nous, de l'avoir dans nos formations universitaires. Et moi, j'en sens le besoin aujourd'hui d'avoir, au-delà du responsable pédagogique, au-delà de l'équipe pédagogique, et bien aussi des personnes qui vont être là pour faire du lien, pour écouter, pour accompagner, etc. Alors, vous allez me dire, ça peut être un chatbot, ok, peut-être, mais aussi une personne physique, ça peut être mieux. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une des conclusions fortes de cette expérience. Et puis, ça nous a permis aussi, ça c'est un autre point. Alors je ne sais pas, Catherine, si on avait prévu, je crois, une diapo sur le sujet, mais en tout cas, derrière, on avait aussi, bon alors à Caen, on avait déjà l'expérience, hein, mais ce qu'on a fait pour reconnaître les compétences, c'est qu'on a créé des badges numériques. Donc aujourd'hui, on a aussi ce portefeuille de badges numériques qu'on a initié. Donc pour les 20 compétences de ce référentiel compétences 3.0, on a un badge numérique. Et donc à l'issue, on a reconnu les principales compétences que les personnes avaient voulu mobiliser au travers de badges numériques. Et je prendrai juste l'exemple d'une personne avec laquelle on est encore en contact aujourd'hui, qui sur son profil LinkedIn a bien valorisé dès le lendemain quasiment ses principaux badges numériques et qui a trouvé un travail dans la foulée. Alors bon, c'est tout un ensemble, hein, c'est pas uniquement grâce à ça, mais en tout cas, c'était vraiment un des éléments clés aussi. La gamification et les badges numériques, pour nous, étaient deux éléments clés de la construction de ce parcours. Je ne sais pas si, Catherine, tu veux rajouter quelques éléments sur ça, vu de l'autre côté. Ce qui était vraiment très, très parlant, c'est ce maillon indispensable de l'accompagnement, notamment quand on a affaire à des publics diversifiés avec ces parcours qui ne sont pas linéaires, ou souvent quand on prend des communautés éloignées de l'emploi, il y a des fragilités sociales qui se greffent à cela. La carte gagnante, c'était d'avoir inclus un maillon accompagnement à la fois présentiel et distanciel. C'est accompagner la personne, mais c'est aussi le stimuler, animer tous les ingrédients propices à un nouvel apprentissage. Et on se rend compte que ces personnes-là, en veille du succès qui arrive, aussi petit soit-il, ça enclenche une dynamique positive face à l'apprentissage en général. Là, on parle de la partie compétences transversales, mais du coup, imaginez l'effet déclencheur que cette dynamique a pu instaurer quand on a parlé compétences techniques autour du digital pour intervenir en entreprise, parce que c'était leur mission, et de pouvoir honorer, réaliser leur projet professionnel qui était un projet de digitalisation dans une entreprise. Donc là, on voit qu'il y a un effet général et une bonne dynamique d'apprentissage à travers ce maillon-là. Et honnêtement, c'est un maillon que l'on n'avait pas pensé en amont. On avait mis des verrous sur la coordination pédagogique, différenciée de la coordination de projet. Mais on s'est vite rendu compte que c'était un incontournable. Ce qui a amené aussi la réflexion, Aline, tu t'en rappelleras, de ce changement de posture du formateur aussi, qui devient autre que celui qui dispense un savoir, c'est-à-dire qu'il est investi aussi dans l'ensemble du parcours et du choix pédagogique la plus favorable au collectif et à l'individu. Donc ça, c'était une dimension importante aussi à signaler. Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y avait un double tuteur, parce qu'il y avait un tuteur côté équipe pédagogique, un accompagnateur, pour reprendre un terme plus global, un accompagnateur côté équipe pédagogique, en plus de l'équipe, hein, pour vraiment assurer ce lien. Et il y avait aussi un tuteur en entreprise, hein, parce que quand ils ont fait leur stage, ils avaient aussi un tuteur en entreprise. Et on était en interaction assez régulière aussi avec ces tuteurs. Donc, il y avait vraiment une proximité, en tout cas, de toute une équipe pour accompagner tout le dispositif.
Alors, tu me donnes la part belle, en fait, pour mon témoignage, où je souhaitais faire un éventail, du coup, d'autres situations que l'on a pu rencontrer pour travailler ce principe de compétence transversale. Et à travers déjà ma première brique qui est sciences cognitives et digitalisation. C'est-à-dire qu'on voyait bien que pour avancer, on a dû s'appuyer sur les nouveaux outils d'apprentissage présentiel, mais aussi distanciel, dans l'accompagnement à l'identique, dans la manière de tutorer également. Et du coup, quand on veut être dans l'individualisation des parcours, la dimension sciences cognitives devient de plus en plus importante. C'est elle qui évitera qu'il y ait aussi des taux de chute dans les parcours. On sait qu'on est souvent pénalisé par fragiliser nous-mêmes parfois quand on repère des taux de chute importants. Là aussi, hein, ça dépend des publics que l'on travaille. C'est d'ailleurs l'essence même de l'appel à projet des FinHomme qu'a lancé l'État, hein, qui mixe ces deux approches pour nous faire progresser dans cette appropriation de compétences et les développer. Au-delà de, et je donnerai un exemple tout à l'heure sur l'appropriation de nouveaux outils, on voit bien que plus on met en situation, plus on va développer toutes ces compétences connexes aux compétences techniques. Alors, il y avait toutes les écoles 42 Saint-Plon, je ne sais pas si vous vous rappelez du slogan Je ne peux pas, j'ai piscine, hein, ce lieu de piscine qui était le lieu un peu de repérage des potentiels, où on mettait en situation hein, de vraies vies de projet un ensemble de personnes et leur évaluation se passait à travers leur comportement. Donc là aussi, ça apporte de nouvelles pratiques, surtout ce qui va être important quand on va travailler les soft skills, c'est les simulateurs d'expérience, puisqu'elles vont s'épanouir. Plus on vivra d'expérience, plus elles vont s'épanouir. Et c'est vrai que les innovations pédagogiques de réalité virtuelle, de situations immersives, les actions de formation en situation de travail vont permettre de les révéler. C'est un gros travail finalement pour tous les technico-pédagogues, les ingénieurs pédagogiques pour créer ces parcours qui deviennent plus complexes mais aussi plus riches avec des fibres d'innovation à intégrer. L'important pour l'individu, on en parlait, ça va être de tracer cette expérience-là et c'est vrai que le portfolio qui va amener à vérifier aussi, si on veut les badger, les repérer, cette assiduité, cette ténacité, punacité, et puis aussi ressortir quelque chose de valorisant dans son propre apprentissage, la valorisation de son propre apprentissage et la valorisation de l'expérience professionnelle dans laquelle les compétences auront pu s'orchestrer. Si on regarde du côté de l'OCDE va mettre énormément l'accent sur la métacognition et invite à ce que ce soit de plus en plus ancré dans les pratiques dès les écoles maternelles et primaires. On connaît la démarche réflexive dans les actions de formation en situation de travail, mais plus on pourra mettre ces compétences-là, plus on sécurisera le apprendre à apprendre, l'appétence à la nouveauté pour des passages plus fluides, on va dire. Alors, si on veut travailler sur des compétences douces précises, il y a beaucoup d'expériences. Le tout, c'est d'avoir le lieu pour les capitaliser. En France, tout n'est pas forcément bien développé. On est à l'échelle de l'expérimentation. Parfois, il faudrait trouver un lieu où on partage ces expérimentations dédiées à ces compétences douces. Nous n'avons pas de programme comme d'autres pays peuvent l'avoir, notamment au Danemark, sur l'heure obligatoire à l'empathie pour le bien-être collectif. C'est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, par exemple. La Belgique s'y met également. Nous, on reste sur des expérimentations de ça, de là qui peuvent être mises. Donc, comment on peut arriver à ce que ces pépites professionnelles se révèlent et on puisse avancer plus vite sur le sujet.
Et bien sûr, dans ces approches-là, il y a la question du distanciel. Et là aussi, monter dans ses compétences. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'on monte en compétences dans notre facilité à être pédagogue, à faire de la pédagogie en distanciel. Et comment on repense différemment nos pratiques, c'est souvent un frein d'ailleurs, mais aussi ça permet de révéler certaines compétences transversales qui vont être indispensables aujourd'hui dans le schéma de demain. Je souhaitais mettre l'accent dans mon propos sur les nouveaux outils, une nouvelle génération d'outils scientifiques de développement des compétences arrive. Tu l'as un petit peu dévoilé, Aline, tout à l'heure. C'est vrai que la technologie nous amène à développer beaucoup de situations immersives avec des supports accessibles, tablettes, téléphones, supports, les casques virtuels, avec des concepteurs de jeux sérieux, bien sûr avec des référentiels qui sont à transmettre, donc autant travailler ce qu'on évoquait tout à l'heure, leur qualité. Mais du coup, avec l'analyse des données, on peut avoir des données objectives comportementales et physiologiques qui permettent de travailler tous les comportements, les compétences à caractère comportemental qui vont mettre en marche l'émotion, qui vont avoir un lien avec l'agilité cognitive et les compétences d'interaction sociale également. Donc, se mettre à disposition d'avoir des données pour mesurer ce qu'on a repéré d'un peu intangible à la base, mais du coup, ces outils-là vont y aider. Et il y a une expérimentation que je souhaitais partager parce qu'elle mériterait d'être peut-être détaillée, on n'aura pas le temps là, mais une start-up Open Mind s'est associée avec le pôle recherche de Pôle emploi pour justement repérer 6 savoir-être. Alors j'ai laissé, hein, j'ai demandé autorisation, donc j'ai utilisé leur diapositive pour repérer 6 savoir-être à travers des jeux sérieux. Et du coup, cela rapidement a permis de donner aux conseillers les profils avec les suggestions, les forces, les faiblesses, les suggestions d'accompagnement, permettant aussi de faire un lien avec les pédagogues pour les savoirs techniques. Et donc, cette approche-là, qui n'est pas que une histoire d'outils, le conseiller est bien au cœur de cette nouvelle forme d'approche. Et faire rentrer finalement par le jeu, l'approche ludique, le conseiller et l'individu, c'est aussi rentrer dans l'apprentissage et ça dédramatise en fait une situation en disant je suis retenu, pas retenu ou quel est mon niveau par rapport à une grille de lecture qui pourrait être à l'ancienne avec une notification. Voilà, tout cela, ça passe par des jeux sérieux de très courte durée, de la donnée qui est analysée et qui est mise à disposition autour des compétences comportementales. Voilà, ça mérite d'être creusé pour voir ce que l'on peut faire. Là aussi, c'était pour illustrer, apporter une petite touche. Je souhaitais également avoir un autre regard, c'est sur la RH, parce que les RH intègrent des compétences, des nouvelles compétences aussi. Et pour elles, vouloir un portefeuille de compétences élargies, c'est aussi à prendre en compte dans leur pratique RH. Hein, diversifier les profils, avoir des compétences plus complémentaires avec des profils marginalisés, trouver de nouvelles synergies avec les équipes actuelles. Tout cela, ça se réfléchit dans sa pratique de recrutement, de fidélisation. Donc, ça me paraissait important de le signaler aussi quand on est dans un rôle de conseil vis-à-vis d'une entreprise. En même temps, l'entreprise aujourd'hui, c'est tout un atout pour elle hein, d'élargir toutes ses capacités qui vont lui permettre d'évoluer, de s'adapter rapidement, comme on a pu le voir avec les temps de crise. Alors, on a parlé de paradigme, je voulais conclure par un petit visuel qui permettait peut-être de mettre, quand on est en RH, ces petits pas à franchir
d'une révolution industrielle à une révolution numérique. Ça veut dire qu'on pense peut-être moins conformité, mais plutôt public différencié, plutôt public complémentaire, enfin ressources humaines complémentaires plus que compatibles l'une envers l'autre. Donc on voit derrière, en termes de management, comment ça peut évoluer. On va plutôt rechercher l'interculture, un modèle de culture unique. On va rechercher à individualiser aussi, à faire en sorte que les équipes marchent en coopération, en innovation participative, ouverte, en co-développement. Ça veut dire une gestion de l'hétérogénéité aussi. Et ça me semble aussi important à le signaler dans cette réflexion des nouvelles compétences pour réussir demain. Voilà, sur ce témoignage. Ah oui, alors dernier point, c'est aussi savoir gérer. Alors ça fait écho à un contexte évoqué au départ sur la gestion de l'imprévisible. C'est la gestion du sécure, de l'insécure. Et par rapport à la question tout à l'heure des compétences, est-ce que la compétence de prise de décision, c'est une compétence technique ou une compétence soft skills ou douce? Je dirais des deux, parce que la prise de décision peut avoir un bagage acquis par la méthode, le partage de méthodes, mais au-delà, savoir prendre une décision quand on est dans une situation sécurisée, insécure, avec une prise de risque, dont on ne connaît pas d'ailleurs un paramètre qui nous oriente vers l'issue. Là, ça amène cette agilité à la prise de décision qui relève de compétences autres que la compétence technique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple tout à fait concret? Par exemple, si on a identifié qu'une entreprise a besoin de quelqu'un qui a absolument, par exemple, une aide à domicile qui aurait besoin de maîtriser l'empathie. Nos organismes de formation, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour intégrer cette compétence douce dans les programmes de formation? Est-ce que vous pourriez synthétiser un peu l'ensemble de vos propos préalables au travers d'un exemple d'intégration? Sur cette question de l'empathie, dans les modèles qui se profilent, alors il y a deux. Quand on travaille l'empathie, visiblement, il y a deux registres. Il y a travailler l'empathie au niveau émotionnel, l'empathie émotionnelle. Je me mets à la place je comprends émotionnellement le comportement de mon voisin, si je puis employer un terme simple et accessible. Mais il y a aussi l'empathie cognitive. Je comprends quelle est l'action qui est menée et réalisée. Donc, l'inclure dans un programme, ça va être généralement sur ces deux registres. L'empathie est devenue, pour certains pays, très importante au regard de statistiques un peu dures sur la montée du narcissisme, sur la montée des phobies scolaires. Et donc, toute cette exclusion de personnes, de jeunes, de ces voies d'apprentissage. Et donc, ça a été inclus par cette logique-là, donc d'école bienveillante, positive. Le Danemark l'a inclus dans ses pratiques dès 6 ans. Et donc, ça s'organise, ça s'orchestre finalement autour de 3 grandes étapes. Alors, j'y vais dans les grandes lignes parce que ça mériterait d'être un atelier à part entière, mais il y a généralement une partie du programme qui s'oriente, on se prépare, c'est-à-dire qu'on crée un lien de confiance dans la classe, dans un groupe, dans une communauté, pour créer un espace sûr où on pourra partager sur un registre émotionnel, où on pourra aussi donner des exemples, montrer exemple vis-à-vis de son père ou de PAIR, ou de son copain de classe. Le deuxième temps est consacré généralement à l'engagement. Comment je m'engage sur le registre de l'empathie, avec des jeux de groupe, avec des histoires, avec des situations d'immersion, avec des résolutions collectives de problèmes, notamment. Et ensuite, les troisièmes temps sont consacrés à des phases réflexives et d'action pour identifier des valeurs communes,
autour de cette notion d'empathie et du coup de permettre à chacun de rentrer dans l'action. Voilà un peu les grandes étapes qui sont signalées. Alors là, je parle notamment des modèles qui existent en Europe. J'ai parlé des Danois, la Belgique s'y met également. Après, vous avez d'autres écoles qui travaillent sur l'empathie et la bienveillance, mais l'UNESCO a fait une publication autour du modèle bhoutanais, qui est un peu critiqué quelque part parce que du coup fait école à l'école bouddhiste, donc non laïque, mais qui est intéressante parce qu'elle inclut dans les pratiques la méditation en pleine conscience, les démarches réflexives, la compréhension de l'autre, qui sont aussi un cercle virtueux dans l'apprentissage par rapport aux questions d'attention. Et le monde d'aujourd'hui traverse aussi cette masse d'informations, ces états anxieux qui nuisent à la capacité cognitive en tant que telle, indépendamment de la compétence qu'on veut travailler derrière. Oui, alors moi je vais revenir aux fondamentaux de France Compétences. Quand on doit travailler sur un programme de formation en bloc de compétences, la première étape, c'est quand même partir du référentiel des activités. Et donc, donc je pense que ce qui est important, si certains d'entre vous ont à travailler ces sujets, c'est déjà de bien réfléchir en fonction d'un objectif de développement des compétences et de programmes formatifs associés, de se dire, mais finalement, quelles sont les situations qui sont vraiment clés pour nous, et dans ces situations-là, quelles sont les compétences techniques métiers, quelles sont les compétences plus transversales que j'ai envie d'observer, de constater pour ensuite que ça génère à la fois du contenu et de l'innovation technico-pédagogique, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on passera forcément par des situations d'innovation technico-pédagogique. Et donc, c'est en réfléchissant sur ces situations à ce moment-là, on pourra identifier justement des jeux de rôle, des mises en situation, et puis essayer de se dire, mais à quel niveau, justement, comment je peux, par exemple, si c'est une situation, une situation commerciale, est-ce que je peux regarder si l'étudiant, l'apprenti, il est empathique ou pas. Donc, ce sera à travailler au moment du référentiel des activités. Ensuite, on pourra bien justement, en jonction entre les activités et le travail sur le référentiel des activités et le référentiel des compétences. C'est à ce moment-là que ces bonnes questions doivent se poser. Et c'est là que pour moi, beaucoup plus qu'avant, il faut qu'on travaille sur la complémentarité des compétences métiers et des compétences transversales. Et donc, c'est là finalement la clé où on pourra aller sur le troisième référentiel qui est celui de l'évaluation. En effet, je vais constater que l'étudiant, dans telle situation, il se comporte bien de telle et telle façon, et là, je pourrais ou pas valider qu'il a de l'empathie. Donc, pour moi, c'est vraiment cette chaîne et revenir à l'essentiel des trois référentiels exigés aujourd'hui quand on travaille sur ces sujets, c'est-à-dire le référentiel d'activité, qui va identifier les situations, finalement, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation. Et pour moi, c'est quand on va travailler sur ces trois référentiels qu'on pourra justement mettre le curseur là où on a envie de le faire. Et donc, ça nécessite bien que quand on va travailler sur ces sujets-là, les équipes pédagogiques soient en interaction avec des équipes métiers, des équipes opérationnelles. Et donc là, c'est bien comment on va repenser l'ingénierie globale de nos parcours de formation. Je fais une réponse un peu plus générique. Générique et peut-être, mais tu as raison, mais appliqué au monde du travail. C'est vrai que les modèles que j'ai cités étaient très en lien plutôt alors, à l'éducation de départ pour la société de demain et faire peut-être une communauté plus dans l'échange et la transdisciplinarité qui est aussi un des enjeux. Et tout à l'heure, vous parliez, en tout cas, il y a eu des remarques dans le chat sur oui, mais dans les centres de formation, on fait ça depuis un certain temps. J'ai envie de dire, mais oui, mais revenons au taylorisme. La formation sur le tas chez Taylor, on était déjà sur ces sujets-là, au-delà du taylorisme, hein, la pensée historique de Taylor. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends des formations, que ce soit hôtellerie-restauration,
que ce soit surtout même restauration ou dans le bâtiment, je dirais toutes ces formations manuelles où vous avez, parce que j'imagine qu'il y a des gens dans l'assistance qui sont sur ces sujets-là, où on est vraiment sur, je dirais, des compléments de formation en salle où on va vraiment être sur de la connaissance et puis après de la mise en pratique en situation. Ça peut être aussi, je dirais, quasiment le cas en médecine où moi je me compare toujours à un prof de médecine. Le prof de médecine, il a sa salle d'opération et puis où il a son bureau pour recevoir les patients et puis à côté il a son amphi pour faire cours. C'est toute cette complémentarité qui existe dans certains métiers, mais pas forcément dans tous, il faut s'inspirer, revenir à ces fondamentaux, peut-être les faire progresser pour ceux qui sont déjà sur ces sujets, pour qu'on soit encore plus performant. Là, on peut être dans une logique du coup de performance accrue, mais pour d'autres, c'est y aller. Et je peux vous assurer que nous, dans nos formations en management, même dans les écoles d'ingénieurs, même dans des formations de juristes, par exemple, on est loin d'être dans ces réflexions, au sens vraiment, on est loin. Tout le monde n'est pas au même niveau, voilà. Donc c'est vrai que le développement de l'apprentissage, moi je le vois avec mes étudiants, a été une avancée considérable pour nous dans l'enseignement supérieur, entre autres, mais c'est comment aujourd'hui, véritablement, on se met tous dans cette course à la compétence évaluée en situation professionnelle en fonction d'objectifs, et donc la compétence, elle est bien professionnalisante. Et donc, c'est la définition de France Compétences. Et donc, c'est pour ça que je reviens au référentiel, parce que en travaillant sur ça, eh bien, on construit, je pense, on se pose les bonnes questions, mais on ne se les pose pas tout seul en tant que prof en disant, tiens, moi, je vais faire un cours sur ça parce que c'est mon domaine d'expertise. Non, je fais ce cours parce que pourquoi je le fais, dans quel contexte, et je vais le co-construire avec des acteurs emploi, formation, compétences liés au domaine sur lequel j'interviens. Et ça va m'aider justement à être dans la bonne situation et à définir toutes les situations. Et là, c'est vrai que ce qu'on avait fait, je dirais, de façon rapide avec Compétences 3.0, avec le Serious Game, bah, c'est vrai qu'avec la scénarisation et avec les avatars, etc., et on avait créé des situations fictives, bah, voilà, on était dans des situations, même si elles sont fictives. Aujourd'hui, avec des outils tels que la réalité virtuelle, vous pouvez mettre des gens dans des situations fictives et faire jouer des rôles. Et là, bah justement, si vous avez bien travaillé les situations avec le bon questionnement, eh bien, toutes ces compétences métiers ou transversales peuvent beaucoup plus facilement s'évaluer. Mais vous voyez bien que je dirais, tout ça tient, à une mobilisation d'une pluralité d'acteurs qui ne sont pas toujours autour de la table pour travailler ces sujets. Deux, une vraie montée en compétences en termes d'ingénierie technico-pédagogique. Et puis bah, au final, une vraie philosophie et posture d'accompagner les personnes tout au long de la vie et sur des compétences qui sont des compétences métiers, mais qui sont aussi, que tu le disais tout à l'heure, Catherine, des compétences de la vie en société, parce qu'au travers de tout ça, on travaille aussi des postures et des comportements qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que nous, dans la définition de compétences transversales, dans Compétences 3.0, quand on a posé la définition que vous avez vue tout à l'heure, on était bien aussi sur des compétences qui peuvent servir dans le milieu professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc derrière, il y a aussi un enjeu citoyen auquel nous, on attache beaucoup d'importance, qui est sous-jacent finalement à toute cette réflexion sur les compétences transversales. Merci, je vous laisse passer à votre conclusion. Qu'on a déjà plus ou moins faite d'ailleurs. Mais enfin... on va être succincte. Moi, je voulais mettre les points d'attention, mais qui sont plus liés à la question du développement des compétences et de toujours être attentif à ce qu'on soit dans du développement des compétences et que nos capacités cognitives s'épanouissent. C'est le point d'attention des facteurs d'anxiété et de fragilité sociale et d'apocalypse cognitive. Dans l'expérience compétences 3.0, on l'a bien vu, et que s'il n'y avait pas eu tout cet accompagnement, on était dans une crainte à l'apprentissage, où on se dit c'est encore une expérience de plus, qu'est-ce que ça va m'apporter, mais je ne suis pas dedans. Enfin, alors chacun avait... justement, dans la trentaine de personnes, chacun avait un facteur d'anxiété, une fragilité qui était propre à elle-même.
Et donc, on sait que ce sont des facteurs qui ne permettent pas de progresser. Alors, techniquement, c'est une chose, mais encore plus quand on va être dans des compétences comportementales, transversales et douces. Les leviers, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un développement des compétences qui soit collectif déjà entre nous, acteurs de l'emploi, formation, orientation, cette transdisciplinarité qui nous permettra de nous approprier le sujet de façon plus globale, avec trois leviers quand même, c'est le apprendre à apprendre, la capacité d'interaction et l'esprit critique. Et l'esprit critique. Et ça m'a amené la dernière diapo, le dernier mot, un petit mot de la fin, du coup, que j'ai mis sur une diapositive séparée, qui est un peu la marche et la réflexion. Donc, c'est pour discussion, hein, ça n'a pas volonté de réenclencher le débat, mais plutôt une ouverture avec cette réflexion des compétences de connaissance de soi pour aider à progresser dans toutes ces nouvelles compétences à acquérir pour réussir demain. Et ça fait le lien avec ce que je voulais ajouter, c'est que finalement, c'est comment accompagner des personnes sur cette capacité à se transformer, à grandir, et finalement à travailler ce qu'on appelle aujourd'hui la prospective de soi. Hein. Donc, on est vraiment dans cette dynamique où aujourd'hui, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'engagement citoyen, parce qu'au-delà de former des personnes sur un métier, c'est comment les faire grandir et leur donner toutes les clés pour évoluer professionnellement et personnellement dans un monde du travail, mais aussi dans une société, tout simplement. Hein. Donc, on est vraiment sur mieux se connaître, explorer le champ des possibles, tout ça pour construire sa trajectoire personnelle et professionnelle. Donc, derrière, c'est comment cette personne va ouvrir le champ en se connaissant mieux, comment elle va ouvrir le champ des possibles, et ensuite, comment, dans la société d'aujourd'hui, elle va pouvoir aussi marketer. Hein. Donc, on est sur prospective de soi, marketing de soi. Ça, c'est des choses qui sont vraiment liées à cette réflexion sur les compétences transversales et qui sont pour moi un vrai enjeu de société, parce que derrière, c'est les postures et compétences au quotidien qui sont vraiment importantes, au-delà de l'expertise plus métier qui est complémentaire, bien entendu, qui est même, je dirais, indispensable. Mais au-delà de ça, il y a cette nouvelle enveloppe autour des compétences métiers qui est vraiment à travailler, parce que pour moi, ce sont des vrais enjeux de société. Et on doit accompagner les personnes sur cette logique-là. Et c'est vrai que c'est les enjeux du futur passeport professionnel qui est en train de se mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, entre les différents ministères du Travail, l'Enseignement supérieur, l'Éducation nationale et l'ONICEP. Donc ça c'est vraiment important pour qu'on ait le même vocabulaire, la même grammaire, et puis qu'on ait un outil qui soit universel et qui remette en cause finalement le CV qui aujourd'hui ne sert plus à grand chose, surtout vu comment il est bien souvent présenté. On est loin d'une photographie et justement d'un marketing de soi à la hauteur de tout son portefeuille de compétences, de qui on est, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, tout ce qu'on a fait, etc. Et donc là, il y a des vraies réflexions sur la valorisation finalement pour tout un chacun de son véritable portefeuille de compétences mobilisé, disponible, etc. Donc, pour terminer, diapo suivante, revenons aux fondamentaux, qui était quand même Gaston Berger, un de nos grands prospectivistes et qui était aussi qui a été directeur de l'enseignement supérieur et qui a invité à la posture prospective, mais qui pour moi finalement est quasiment un mot d'ordre qu'on peut appliquer aujourd'hui dans ce monde de plus en plus incertain, complexe, etc., comme on l'a dit en introduction. Hein. C'est comment on va accompagner tout un chacun à voir loin. Alors, voir loin, c'est pas à 10-15 ans, hein, c'est déjà voir un peu plus loin que l'urgence quotidienne, c'est déjà beaucoup. Voir large, donc ça, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, analyser en profondeur, et je pense que tout ce qu'on a évoqué, aussi bien en termes des différents types de référentiels à travailler, un référentiel d'activité, de compétences, d'évaluation, des outils numériques qui peuvent être associés, etc. Il faut vraiment être dans une analyse profonde et aller chercher les bonnes définitions, etc. Ça, c'est un travail vraiment, je dirais, important.
au regard de ce qu'on peut voir aussi en pratique dans certaines organisations. Ça, c'est vraiment du temps à consacrer pour bien analyser, prendre des risques, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix, et puis être disruptif, innovant, entrepreneur dans chacune de nos organisations, même publiques, et puis surtout avoir une vision humaniste. Donc ça, je pense que c'est ce qui nous anime tous aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, on avait quelques remarques, hein, mais qui ont été, à mon avis, plus de l'ordre de la discussion, d'envie de poursuivre les échanges sur cette thématique. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il reste le sujet des open badges. Quels sont les liens prévus entre le projet Open Badge Passport et le passeport professionnel? Alors moi, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais peut-être pouvez-vous réagir sur ce sujet? Alors, les liens, je ne les connais pas encore directement, mais derrière, pour moi, si vous voulez, moi, je vois trois niveaux de reconnaissance des compétences, hein. Premier niveau, ce sont les badges numériques. Deuxième niveau, ce sera les micro-credentials, hein, qui vont être adossés aux blocs de compétences. Et puis après, on aura les diplômes. Donc, pour moi, c'est cette hiérarchie-là qui est en train de se clarifier, qui est loin d'être évidente aujourd'hui, mais en tout cas, qui va se clarifier. Donc je pense que le fait de pouvoir avoir des badges numériques par rapport au passeport, c'est tout simplement pendant une durée donnée, hein, puisque un badge numérique, après on identifie la durée, nous on avait mis 18 mois, c'est une preuve de compétence qu'on pourra justement déposer sur son passeport. Donc pour moi, le badge est une forme de reconnaissance et de preuve de compétence. Donc effectivement, pour conclure, donc je tiens tout d'abord à remercier les intervenantes pour le temps consacré à la préparation de ce webinaire. Je remercie également tous les participants. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Merci encore pour l'intérêt que vous portez pour nos webinaires Pacte du GIP Alpha Centre Val-de-Loire. Vous pouvez retrouver donc toutes les ressources sur le site Étoile et sur la Place. Donc la Place, la plateforme dédiée aux professionnels de l'emploi, de la formation et de l'orientation sur les projets PIC et Pacte, où vous pouvez également y continuer donc l'échange sur l'espace dédié. Pour la suite des webinaires organisés par le GIP Alpha Centre Val-de-Loire, une prochaine conférence sera organisée sur le thème du repérage des invisibles. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année, une excellente fin de journée également. Et merci à tous et à bientôt.